quel est le principal coupable de la mauvaise saison du Real? Faut-il être optimiste pour le Barça? Pourquoi l'Atlético de Madrid est-il si fort? Aujourd'hui, on parle des 3 principales équipes de Liga avec un invité. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Une fois n'est pas coutume, pour la vidéo du jour, on est 2. Je me suis dit que vous en aviez peut-être marre de voir toujours mon visage et aujourd'hui, je vous apporte un visage sur la chaîne qui est le visage d'un ami, mais aussi d'une personne très compétente pour parler de football, Elton Mokolo. Bonjour. Salut Elias, déjà merci, c'est un grand honneur parce que je regardais évidemment toutes tes vidéos et donc par rapport à ça, arriver dans un duo, c'est très gratifiant, donc je te remercie encore une fois. Avec plaisir. Et puis Elton, tu es journaliste, on te voit souvent sur le plateau du Club des 5 et de Winamax et toi et moi, il y a un championnat qu'on aime beaucoup, c'est la Liga. Et quand on a annoncé sur Twitter qu'on allait faire cette vidéo, les gens nous ont dit parlez de la Liga, parlez de la Liga. Alors dans cette vidéo, on va essayer de synthétiser plusieurs sujets. On s'est dit qu'on allait parler des 3 grandes équipes espagnoles du moment. Ça permettra peut-être aussi de parler de la Liga en général. Et puis, comme on ne peut pas se détenir ou passer beaucoup de temps à parler des projets de jeu, on va essayer d'aborder des angles assez concrets et je te propose de commencer par le 3e actuel du championnat d'Espagne à l'heure où on enregistre, le Real Madrid. Et pour commencer, une question très générale, le Real Madrid version 2020-2021, qu'est-ce que tu en penses? Si je devais donner un adjectif au Real, c'est clairement irrégulier. Tu le vois à travers les statistiques. On voit que c'est aller au-dessus de 50% de victoires, toutes compétitions confondues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et c'est un dénominateur commun, notamment que le Real partage avec le FC Barcelone, comme quoi ils peuvent partager des choses. C'est cette capacité à ne pas être compétitif tous les 3 jours. Et ça, c'est un problème, notamment quand, tu peux pas capitaliser sur le fait que tu n'as pas ton équipe type. Et ça, c'est une problématique. Zidane, il l'a déploré. Et donc, ton équipe est davantage affaiblie. Et 2, ça se ressent notamment au niveau du classement en Liga où tu es décroché par rapport à l'Atlético de Madrid. Quand bien même Zidane l'a encore répété cet après-midi en conférence de presse, ils vont se battre jusqu'au bout. Et aussi en Ligue des Champions où tu joues ta vie jusqu'à la dernière journée. Donc, clairement, si je devais donner un adjectif quand on parle du Real Madrid, c'est irrégulier. Et en plus de cette irrégularité, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est comment le Real Madrid va être sur les prochaines semaines. Parce qu'on l'a dit et répété à maintes reprises, cette saison, elle est longue. Il y a beaucoup de grandes équipes en Europe qui tentent de faire tourner et c'est tout l'inverse de ce que Zidane fait. Pour le match contre Huesca, il y avait seulement 17 joueurs disponibles et je vous mettrai le banc du Real Madrid où vous me direz combien de joueurs vous connaissez. Ça dire à quel point l'équipe elle est décimée. Il y a eu des départs lors du mercato d'hiver et c'est pas seulement que ça fait des options tactiques en moins pour Zidane, c'est juste des jambes en moins. Le fait de ne pas faire tourner, ça fait que cette équipe, on ne sait pas comment elle va arriver à la fin de saison et c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi parce qu'on a beaucoup dit, le Real Madrid, tant qu'il a ses cadres, il pourra aspirer à quelque chose, mais ces cadres, ils ne sont pas éternels. Tu me l'as enlevé de la bouche, cet argument, je voulais le placer. On est sur une situation clairement ubuesque. 17 joueurs, 3 gardiens, donc on a 14 joueurs de champ, avec certains joueurs Canterano. Donc tout ça pour dire que ça va être très compliqué. Le FC Barcelone l'avait vécu l'année dernière avec cette photo qui avait été immortalisée du côté d'Alaves, où tu avais 2 gardiens remplaçants. Donc clairement, on est sur une problématique. Et c'est d'autant plus problématique que tu attaques non seulement la Liga, mais tu as aussi la Ligue des Champions qui arrive dans très peu de jours. Et à côté de ça, tu te dois d'être compétitif. Clairement, du côté du Real, si on est sur un objectif, on doit rattraper Atlético de Madrid, on doit performer en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge possible. Et il n'y a plus de marge possible alors qu'à côté de ça, tu as un effectif qui est rikiki, aussi bien qualitativement que quantitativement. Et c'est José Mourinho qui le disait dans le très bon documentaire d'Amazon consacré à Tottenham. La consistance de tes choix est seulement rendue possible dès lors que tu as toute ton équipe type. Et ça, c'est une problématique qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Parce que quand on leur explique que on a besoin d'avoir de la continuité, les entraîneurs ont besoin d'avoir de la continuité au niveau de leur 11 type, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité qui est concrète et qui se matérialise par le fait que ton équipe, elle est irrégulière, elle n'arrive pas à capitaliser là-dessus. L'Atlético de Madrid, on en parlera tout à l'heure, a pu capitaliser sur le fait d'avoir un 11 de mémoire, entre guillemets, un 11 qui a de la continuité. On ne peut pas dire autant pour l'FC Barcelone qui a connu maintes et maintes problèmes. On ne peut pas dire autant pour le Real Madrid qui n'a toujours pas, par exemple, Sergio Ramos qui est le mal alpha de cette équipe.
Et pour qualifier la saison du Real Madrid, je dirais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a l'école qui dit effectivement il y a beaucoup de blessés, et c'est vrai, le Real Madrid a été décimé par les blessures cette saison, des blessures de joueurs importants en plus. Et puis, au-delà de ces blessures-là, il y a, comme tu le disais, un côté qualitatif qui est pas satisfaisant. Il y a des joueurs, je pense, qui ne sont pas le niveau pour le Real Madrid. Et puis l'autre école, c'est de dire comment est-ce que vous voulez que ces joueurs aient le niveau du Real Madrid si Zidane leur donne pas leur chance, s'ils n'ont pas de continuité, si à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, et on peut penser ici à un Odriozola, ils sont tétanisés parce qu'ils savent qu'un raté, c'est synonyme de placard pour les 2 mois suivants. Parmi ces écoles-là, une qui est beaucoup plus à charge contre Zidane et une autre qui est plus à charge contre le club, si on peut dire, toi, où est-ce que tu te situes? Moi, je me situe à mi-chemin, parce que je peux entendre les deux arguments. Pour le coup, je vais faire une réponse de Suisse, et ça quelque chose dans la mesure où, effectivement, on a beaucoup parlé de la planification sportive du Real Madrid et du FC Barcelone. Et est-ce qu'en 2019, il n'y a pas eu, entre guillemets, des inconvénients, enfin, je trouve pas le mot. D'ailleurs, ça va. Il y a eu une incompréhension entre Zidane et Florentino Pérez, ou d'une manière générale, la politique globale du Real, dans la mesure où moi, j'aime à répéter le Barça et le Real, l'avenir, c'est le présent. C'est-à-dire que c'est l'examen permanent. Zidane, il est dans cette logique-là. Zidane, tous les 3 jours, son mandat est questionné. Donc, par rapport à ça, il se doit d'exiger, entre guillemets, à toute son équipe d'être compétitif tous les 3 jours. C'est l'histoire du Real, c'est l'histoire du FC Barcelone. C'est une phrase que Enzo Gebali, recruteur de Reims, aime bien préciser. Parle des joueurs, c'est-à-dire que pour définir leur personnalité notamment, et ça vaut notamment pour le Real Madrid et pour le FC Barcelone, il arrive un moment où il faut être le héros de son roman. C'est-à-dire que clairement, il faut embrasser son destin dans ces gros clubs. C'est-à-dire que dès lors que tu as la personnalité et que tu as de la continuité, parce qu'il y a des joueurs, tu as dit, ils n'ont pas le niveau pour le Real, ils n'auraient pas le niveau, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas eu leur chance. Au contraire, ils ont eu suffisamment de minutes pour te démontrer qu'ils étaient effectivement, entre guillemets, dans le moule Real. Et après, on arrive sur le débat Zinedine Zidane, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à l'été 2019, à partir du moment où tu as un projet sportif qui est impulsé, il doit s'inscrire dans cette mouvance-là. Et donc, il doit, entre guillemets, offrir le cadre pour que ces jeunes joueurs, on parle de jeunes joueurs qui n'ont pas connu de réalité similaire à celui du Real Madrid, il doit offrir ce cadre pour que ces joueurs performent. Donc, c'est pour ça que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire que la vérité est à mi-chemin. Et c'est pour ça que ma réponse est à mi-chemin, dans la mesure où, au bout d'un moment, il faut que les 2 parties se rapprochent. Tu as Luka Jovic qui t'en parlait dans une conférence de presse. Je pense que c'était la conférence de presse de retour à Francfort. Il n'a que des mots positifs à l'égard de Zinedine Zidane. Alors que de notre vision extérieure, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais c'est Zinedine Zidane, il n'a jamais donné sa chance à Luka Jovic. Luka Jovic a bien compris qu'il y avait une exigence qui était propre à celle du Real Madrid, et Luka Jovic a concédé le fait qu'il n'avait pas tout fait pour être au niveau de ce que demande un joueur du Real Madrid. Donc c'est pour ça que la question, encore une fois, elle est complexe. On ne peut pas apporter une réponse simple à un problème complexe. Je vais clore sur ça, sur le cas Zidane. Je pense que le Real Madrid est à la croisée des chemins, dans le sens où la seule chose à laquelle il peut aspirer cette saison, c'est la Ligue des Champions, et ça va être aussi très compliqué. Personnellement, je pense que contre l'Atalanta, l'équipe, elle sera au niveau parce que ce sera un grand rendez-vous et parce que l'adversaire est à la portée du Real. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui peut être positif dans la saison du club. Et à la fin de cette saison, il faudra vraiment se poser cette question, dans quelle direction on va? Est-ce qu'on continue dans ce projet où on fait venir des jeunes, mais à ce moment-là, il faut un entraîneur qui soit capable de faire jouer ces jeunes-là et qui soit capable de les développer, et même un entraîneur qui va un peu à l'encontre de l'idée du Real Madrid, qui est de toujours faire jouer les meilleurs, un entraîneur qui assume parfaitement que c'est une situation extrêmement différente dans l'histoire du club, ou alors garder Zidane mais lui donner un projet sportif qui est à sa mesure. Et en parlant de projet sportif, on peut aller dans un club où le projet sportif tangue énormément mais l'équipe s'en sort, s'étend en tout cas pas trop mal. Qu'est-ce que tu penses de ce Barça de Ronald Koeman, et plus précisément, est-ce que tu es optimiste à l'égard de cette équipe-là? Au début de la saison, j'avais maintenu que pour les 2 grands, ce serait une saison faite de haut et de bas, et chaque 3 jours, on aurait un avis différent, chaque 3 jours, on penserait à une chose différente. Un jour, Koeman a trouvé la solution, un autre jour, Koeman n'a pas le niveau d'entraîner le Barça. Est-ce que actuellement, alors que l'équipe se porte plutôt bien, toi, tu es optimiste quant à l'avenir de ce groupe-là? C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, je t'aurais dit on ne sait pas sur quel pied danser avec le FC Barcelone, mais pour autant,
il y a des raisons d'être optimiste parce que quand j'évoquais la continuité pour le Real, le Barça est en train de le trouver à partir du moment où il y a des visages qui commencent à être alignés de manière régulière. Je fais référence notamment au milieu de terrain où il y a de la continuité, ça aide le FC Barcelone. Et donc par rapport à ça, Ronald Koeman, depuis qu'il a été nommé entraîneur du Barça, c'était le 23 août, il est engagé dans une course contre la montre, c'est-à-dire une course contre la montre, avec beaucoup d'éléments extérieurs qui sont à prendre en compte, parce que je vois beaucoup de gens dire oui, mais il connaissait le contexte. Ouais, mais c'est très bien de connaître le contexte. Il faut être dedans. C'est-à-dire qu'il y a des impondérables à gérer, tu dois entre guillemets, faire office de président des fois quand tu as des questions extrasportives. Donc, ça rejaillit sur le terrain. Et donc, par rapport à ça, on a un Ronald Koeman qui a été dans une course contre la montre. Il n'a pas été aidé par des blessures ponctuelles, voire des blessures graves qui ont retardé son projet. Aujourd'hui, il est en train de trouver une assise qui demeure fragile parce qu'à l'épreuve de plus gros adversaires, à l'épreuve de contextes qui sont nettement plus difficiles, je fais référence à une finale de Supercoupe, je fais référence à un huitième de finale, qui n'ont rien à voir, qui sont sans commune mesure avec un match de Liga où tu as l'aspect 3 points et ça ne va pas au-delà. Il faudra voir comment va réagir le Barça. Mais par rapport à ça, oui, je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une équipe qui est derrière son entraîneur. Et tu le sais très bien, Elias. Dans l'histoire récente du FC Barcelone, quand le Barça a marché, c'est quand il s'est réfugié, entre guillemets, derrière son entraîneur. C'est une équipe qui marche à partir de son entraîneur, pas à partir de joueurs. Alors évidemment, on me dira, Lionel Messi est très important. C'est lui qui va te rapprocher de la victoire, mais à côté de ça, quand il y a un penseur, quand il y a un entraîneur qui est là pour, entre guillemets, impulser des idées, une idée commune, c'est là où le Barça marche. Je vais te soumettre une réflexion. Tu sais que je n'ai pas été aussi critique à l'égard de Valverde qu'énormément de personnes, que la majorité des personnes même, parce que je pense que Valverde avait un objectif à court terme et il a travaillé pour que cet objectif soit atteint, que le Barça soit compétitif à court terme, mais ça passait par un Barça extrêmement équilibré, un Barça qui cherchait à ce que durant les matchs, le moins de choses possibles se passent. Ok, ça donnait lieu à un Barça terne, mais en Liga ou même en Europe jusqu'à un certain point évidemment, ça donnait lieu à un Barça compétitif. Et j'ai l'impression que Ronald Koeman a abandonné cette approche court-termiste, il consent à prendre davantage de risques, on l'a vu avec la verticalité qu'il cherche à imprimer à son équipe, ça donne lieu à des matchs où il se passe plus de choses, le Barça peut pas tout contrôler, mais comme c'est une grande équipe, à la fin il ressort gagnant. Et j'ai un peu l'impression qu'actuellement on est dans une phase où le Barça doit apprivoiser ses nouvelles idées, mais doit passer un cap dans le sens où il va falloir qu'il arrête d'encaisser un but par match. Et une fois que ce sera fait, une fois qu'il y aura davantage d'assises, cette approche plus risquée, elle sera bénéfique parce que c'est aussi une approche qui à long terme est bénéfique dans le sens où tu peux intégrer des joueurs comme Pedri, un De Jong beaucoup plus vertical et tu n'es plus obligé de te baser sur des joueurs neutres, Rakitic, Arturo Vidal, mais pourtant compétitifs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai qu'avec le temps, tu as davantage de perspectives quand tu analyses notamment le bilan d'Ernesto Valverde. C'est vrai qu'à l'époque, quand tu es en plein dedans, quand tu es à chaud, tu peux avoir entre guillemets une analyse plus critique, mais encore une fois, c'est à regarder, c'est à penser dans sa politique la plus globale. C'est-à-dire que est-ce que le FC Barcelone a permis entre guillemets à Ernesto Valverde de tout faire pour entre guillemets être dans cette idée de jeu qui est propre au FC Barcelone? Je ne suis pas persuadé, a posteriori. C'est-à-dire que quand on est dans une tour de Babel footballistique où tu as des joueurs qui viennent de par-ci par-là, c'est pas de nature entre guillemets à créer une idée commune. Et donc c'est par rapport à ça, moi je pense que Ernesto Valverde, on va être dans l'analogie politique. Il arrive, il te promet le plein emploi, mais au bout de 3 mois, il te promet un plan d'austérité. Enfin, il te donne un plan d'austérité parce qu'il y a la réalité qui te rattrape. Même chose pour Quique Setién. Aujourd'hui, je pense que Ronald Koeman ne va pas te donner le plan d'austérité. Lui, il est sur un autre contexte. Il est en train de travailler sur ça. Peut-être c'est dû aussi par le fait qu'il y a des jeunes joueurs et donc il y a entre guillemets moins de dinosaures, ce qui fait que tu peux affiner ta politique, tu peux affiner ton idée footballistique et c'est ce qui permet à Ronald Koeman d'en arriver là aujourd'hui. Mais clairement, encore une fois, ça va être à l'épreuve de la Ligue des Champions. Là, on a vu qu'il y a un calendrier qui va être très important. Il y a un mini playoff avec Séville, que ce soit en Liga, que ce soit en Copa del Rey. Tu vas affronter le Barça, tu vas affronter le Real Madrid, tu vas affronter l'Atlético de Madrid. Donc, on en saura plus, notamment sur la valeur du Barça de Koeman.
Tu as parlé avant du milieu de terrain, le fait que le Barça avait trouvé une continuité autour de ce milieu de terrain, c'était difficile. Hein. Beaucoup d'expérimentation, des rétropédalages, aussi de la créativité de la part de Ronald Koeman, le fait de faire confiance à un jeune joueur comme Pedri. Ce milieu de terrain du Barça, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu le qualifierais? C'est un très bon milieu de terrain, ça c'est indéniable, c'est un milieu de terrain qui s'est trouvé. Alors il faut faire attention parce que on parle beaucoup de 4-3-3, de 4-2-3-1. C'est César Menotti qui le disait, ça ne reste que des numéros de téléphone. Et c'est encore plus important avec ce Barça-là, où c'est l'animation qui fait foi par rapport au système. Et c'est ce qui explique notamment la tenue du milieu de terrain, où je pense que Ronald Koeman, il a trouvé le contexte, parce que c'est le contexte qui définit les choses. Et donc, par rapport à ça, on sait qu'un Sergio Busquets, il a besoin, entre guillemets, d'avoir plus de perspectives, d'être positionné derrière le ballon, d'avoir des lignes de passe pour s'alimenter et en même temps alimenter le jeu du Barça. On a un Pedri qui a une caisse qui est incroyable, qui est parmi l'un des joueurs qui récupère le plus de ballons, mais qui est capable de te conduire le ballon. Et ça t'apporte quelque chose parce qu'on en parlait souvent en off, notamment sur cette capacité que devait avoir le milieu de terrain du Barça, à savoir porter le ballon dans le dernier tiers du terrain. Pedri te résout une partie de ce problème. Et enfin, on a Frenkie de Jong qui est le joyau de la couronne, qui est capable de te tout faire, de te solutionner des problèmes dans le premier tiers de ton propre terrain et dans le dernier tiers, parce que là, il s'est trouvé une vocation de buteur. Au tel point, pardon, on peut faire une analogie avec Gullit, notamment dans cette capacité à faire la décision dans les derniers mètres. Donc, c'est clairement un milieu de terrain qui est complémentaire. C'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant, qui t'apporte de la perspective. Et ça, c'est ce qui a manqué notamment du côté du FC Barcelone, notamment sur la deuxième partie de la décennie écoulée, cette capacité à avoir un milieu de terrain dominant, un milieu de terrain qui impose notamment sa patte sur l'adversaire et un milieu de terrain qui te permet de voyager parce qu'il y a des matchs qui sont très compliqués, tu arrives sur des contextes où tu vas avoir des équipes qui sont repliées, tu vas avoir des équipes qui vont aller te chercher haut, et on l'a bien vu face à l'Athletic Club, dès lors que le milieu de terrain n'a pas été en mesure d'être trouvé, c'est là où tu as connu plus de difficultés parce que tu as un jeu plus horizontal et donc forcément tu es plus prévisible. Donc de la manière dont le milieu de terrain du Barça sera compétitif dépendra notamment de la saison du Barça. Et ajouter aussi que c'est un milieu de terrain qui n'est pas seulement complémentaire en soi, il n'y a pas seulement une complémentarité entre les composantes de ce milieu-là, mais aussi une complémentarité avec les hommes d'attaque, les relations techniques qu'entretiennent certains joueurs entre eux, mais le fait qu'aussi un Frenkie de Jong, il sait parfaitement détecter les espaces libres et il compense le fait que certains coéquipiers, je pense à un Dembélé par exemple, c'est pas un génie dans les courses en profondeur, donc voilà, des choses positives. Et en parlant de choses positives, il faut absolument parler de l'équipe qui trône fièrement avec une avance très confortable, une avance qui au passage n'a jamais été rattrapée dans toute l'histoire de la Liga 1. Jamais un leader avec 10 points d'avance ne s'est fait rattraper à ce stade de la saison. L'Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. La question du million, et je te la pose parce que je pense qu'on va l'entendre beaucoup parler ces prochains temps, est-ce que Simeone a changé pour arriver à cet Atlético qui est très très bon? C'est la grande question. Est-ce que Diego Simeone a changé? Alors moi, je te répondrai non. Je te répondrai non. Pourquoi? Parce que je vais m'en référer à ce que disait Diego Simeone. Il ne faut pas se tromper. Il avait dit dans une interview à El Larguero en septembre 2019, après l'arrivée notamment de Joao Félix, il ne faut pas se tromper. L'Atlético de Madrid, c'est de la défense, c'est de la contre-attaque, c'est de la solidité. C'est l'intensité également. Et donc, par rapport à ça, en fait, c'est toujours la problématique. Comment conjuguer passé, présent? Comment, entre guillemets, rendre soluble ton histoire par rapport à la réalité de ce que demande la Liga. C'est-à-dire que, dans l'absolu, les Cadiz, les Huesca, ils n'en ont rien à faire de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Eux, ce qu'ils veulent, c'est te poser des problèmes. Ils voient que l'Atlético de Madrid, c'est la meilleure équipe. Ils vont te poser des problèmes en sachant que l'Atlético de Madrid devra faire le jeu. Donc moi, je pense que Diego Simeone n'a pas changé fondamentalement. Diego Simeone, moi, je pense que les équipes de 2014 et de 2016, encore plus 2016, c'était des équipes abouties, notamment sur attaque placée, qui étaient capables de te faire mal, qui étaient capables de répondre à plusieurs problématiques. Et je pense que Diego Simeone, au lieu de parler de changement, il t'a apporté, il t'a doté entre guillemets, de nouvelles solutions à partir de joueurs qui ont des qualités telles comme Joao Félix, Thomas Lemar, Llorente dans un autre registre qu'on ne lui connaissait pas. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Je ne parlerai pas de changement parce que le changement impliquerait quelque chose de vraiment différent. L'Atlético, encore une fois, on voit qu'elle se distingue notamment par sa solidité défensive, 10 buts encaissés. On a un gardien qui est très important comme Yann Oblak. Mais à côté de ça, tu es capable de travailler sur autre chose. Non, l'Atlético avait besoin d'être compétitif avec de nouvelles armes. C'est juste qu'ils ont renouvelé ça, mais pas changé.
parce que encore une fois, et c'est très important parce que notamment sur le débat concernant Atlético de Madrid, il y a beaucoup entre guillemets d'idées reçues qui est très important de développer, qui est très important entre guillemets d'élucider, c'est-à-dire que encore une fois, il faut respecter l'histoire de l'Atlético de Madrid. Moi, j'aime bien quand il y a des clubs, quand il y a des équipes qui peuvent capitaliser sur une histoire qui se traduit sur le terrain. Moi, j'ai aucun problème avec l'Atlético de Madrid qui arrive, qui a une forte défense et qui agit par contre-attaque. Ça, au contraire, c'est même il y a quelque chose d'identitaire et qui est très respectable. Mais non, encore une fois, il y a une réalité qui t'est proposée, c'est les samedis en Liga, quand il y a deux équipes, enfin, quand il y a une équipe qui arrive avec deux blocs de 4, enfin deux lignes de 4 qui a te poser des problèmes, il va falloir les résoudre. Et donc, c'est plus par rapport à ça que j'attends Diego Simeone. Moi, j'ai aucun problème s'il fait de la contre-attaque en Ligue des Champions, etc., etc. J'aurais plus de problèmes s'il n'arrive pas à trouver des solutions face à des équipes inférieures. Je suis d'accord avec toi, je pense pas non plus que Simeone ait changé, je pense qu'il a réussi à obtenir quelque chose qu'il avait déjà tenté d'obtenir dans le passé et enfin il l'a, c'est-à-dire cet Atlético aux plusieurs visages, un Atlético qui est capable de s'adapter d'un match à l'autre en fonction de l'adversaire et quand il joue de grandes équipes, on la voit très bien cette adaptation, un Atlético qui est capable de s'adapter face aux petites équipes pour être bon sur attaque placée, pour être cohérent et c'est intéressant parce que Luis Suarez disait dans une interview hier, contre le Real, notre erreur ça a été de trop leur abandonner le ballon, donc ça vous pose un peu à quoi ressemble cet Atlético aujourd'hui et quelles sont ses prétentions. Et voilà, c'est un Atlético aux plusieurs visages et Simeone a réussi à obtenir cet Atlético avec des mécanismes extrêmement concrets. Hein. Le fait qu'un Marcos Llorente il soit tellement fort dans ses appels sans ballon, ça te dote tout de suite d'une profondeur qui, si tu n'avais pas eu Marcos Llorente dans tes rangs, tu aurais dû la créer avec tes passes, avec tes latéraux, avec un Trippier qui peut être limité. Le fait que tu aies un Thomas Lemar aussi, on a enfin réussi à lui donner un rôle et le joueur a enfin réussi à retrouver son football parce que c'était aussi une question personnelle. Il l'a reconnu lui-même. Le problème de Thomas Lemar, c'était lui-même durant ses premières saisons à Atlético. Là, on a enfin le joueur qu'on aime voir. On peut aussi citer l'exemple d'un Luis Suarez hein, qui, mine de rien dans le jeu, si c'est plus le Luis Suarez d'antan, ça reste une garantie technique. Et on peut citer le fait qu'un joueur comme João Félix, malgré ce temps de jeu un peu décevant ou ses performances un peu décevantes ces derniers temps, reste un fantastique joueur, Koke qui a un super niveau. Donc voilà, on a un Atlético où d'une part toutes les pièces individuelles, où la majorité des pièces individuelles sont à très bon niveau, collectivement ça fait sens et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est un Atlético qui a plusieurs visages, qui sait s'adapter et Simeone a enfin trouvé ce qu'il cherchait, ce qu'on lui reprochait depuis plusieurs années, c'est ce côté je vais être bon quel que soit le contexte et je ne suis pas prisonnier d'un plan A qui ne pourra pas être appliqué contre un Cadiz, contre un Huesca. Et la dernière question concernant cet Atlético-là, c'est l'Europe. Est-ce que cet Atlético-là peut faire quelque chose en Europe selon toi ? Oui, clairement. Pour moi, l'Atlético peut faire quelque chose en Europe parce qu'on voit que le panorama, il n'est pas non plus extraordinaire quand tu regardes la réalité des clubs et même les top teams, on voit qu'elles sont impactées par les blessures. Je fais référence à Liverpool. Je ne connais pas, entre guillemets, la capacité qu'a Manchester City à rester, entre guillemets, unis, notamment dans un contexte Coupe d'Europe. On l'a vu face à Lyon, c'est capable de déraper. Donc, clairement, l'Atlético, porté par son historique en Ligue des Champions, je parle aussi bien dans les temps passés que dans les temps récents où l'Atlético a fait de bonnes choses. Oui, ils ont clairement quelque chose à montrer parce que, encore une fois, on a parlé de cette capacité à s'adapter. Et moi, ça me fait penser à la phrase de Diego Martinez. Si j'ai des oranges, je fais une orangeade. Si j'ai des citrons, je fais une limonade. C'est clairement ça pour l'Atlético de Madrid, dans la mesure où Diego Simeone peut s'appuyer sur une pluralité de profils et qui permettent, entre guillemets, de pouvoir affiner son plan, notamment dans un match double confrontation, où là, tu vas affronter un Chelsea. Il faudra voir qu'est-ce que ça va donner avec Thomas Tuchel, parce que, mine de rien, le Chelsea de Thomas Tuchel, ils ont très peu de matchs avant d'arriver en puissance face à Atlético de Madrid. Donc clairement, pour moi, Atlético de Madrid a beaucoup de choses à jouer, notamment sur cette Ligue des Champions. Eh ben, écoute, merci beaucoup Elton pour ton temps, pour tes analyses. Ça a été un plaisir et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Elton, à bientôt. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h, pour parler d'un joueur qui est quand même assez cher à mon cœur. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.